Bonjour, bienvenue à la chaîne Cycloman, donc pour une nouvelle vidéo, effectivement, donc c'est la chaîne Cycloman, donc pour donc, en fait, c'est long, je décide de refaire parce que bon, hier je l'avais fait en fait, mais je ne l'avais pas réussi en fait, la vidéo. J'ai lu, en lisant l'ouvrage de Watkins, ça allonge la vidéo, donc là en fait, j'ai décidé donc de refaire une vidéo sur Riccardo Paletti, donc c'est un autre code en fait. Voilà. Donc, ça s'appelle donc Anniversaire tragique, donc puisque effectivement donc il y a 39 ans hier, donc Riccardo Paletti s'est tué au Grand Prix du Canada. Et demain, il aurait 63 ans. Donc, voilà. C'est pour ça que je vais décider de vous parler de ce pilote. Voilà. Donc Riccardo Paletti, c'est un pilote qui est né donc, le 15 juin 1958 dans la région de Milan, fils d'un important industriel qui a fait fortune dans le BTP, avec donc et qui est notamment également donc à la fin des 70 60-110 est devenu donc l'importateur officiel des produits Pioneer, donc la marque Diffie japonais en Italie. Voilà. Ça aura son importance dans la carrière du petit d'ailleurs, du petit bon, relatif, puisque Riccardo Paletti est un grand pilote. C'est un pilote qui faisait plus d'1m80. Donc c'est pas un petit pilote en termes de taille. Donc Riccardo Paletti en fait il se distingue donc dans sa jeunesse en étant un sportif très accompli. Il est champion d'Italie du karaté et en hiver c'est un des meilleurs skieurs alpins d'Italie parmi les jeunes, notamment avec Leonardo David qui sera un autre sportif avec une destinée pas reluisante également. Donc avec son ami croisé également. Donc c'est un peu donc en ski alpin d'ailleurs en parlant ça c'est un peu comme Théo Fabi d'ailleurs ou Patrick Tambay cette période. Alors donc souvent c'est à cette époque effectivement c'était quand même une voie aussi qui permettait de devenir progressivement sport automobile. Parce que par sur cette trajectoire notamment. Ouais, donc effectivement, donc Paletti, donc bon skieur alpin, karatéka de très, très bon niveau, donc dans sa jeunesse. Et donc, à l'âge de 19 ans, sachant qu'il allait voir les grands prix dans la jeunesse avec son papa, il allait voir les courses avec son père à Monza, parce que c'était voisin de Monza. Donc ils allaient voir le Grand Prix de Formule 1 notamment, et donc il décide de passer au sport automobile. Sans passer par le karting, il passe au sport automobile directement en Formule Ford, à 19 ans. Puis très rapidement, en 79, donc à 20 ans, il passe en Formule 3, puis en Formule 2. En Formule 2, donc première saison un peu compliquée, seconde saison un peu mieux, donc il se passe assez régulièrement. Et donc avant de passer en Formule 1, donc en 81, il fait partie des premiers pilotes de l'écurie Onyx, donc de Michael, justement, qui montera près de 10 ans plus tard en Formule 1 avec la fin qu'on connaît. Donc voilà, donc Onyx, c'est un de ses tout premiers pilotes justement, donc chez Onyx. Et donc là, il a donc très rapidement, il signe des podiums, notamment une troisième place, puis une seconde place à Folkestone et à Silverstone, il signe, avant d'arriver en Formule 1. Non pas réellement par son talent, mais en fait, il arrive en Formule 1 parce qu'effectivement, Pioneer, effectivement, soit de se faire connaître. Et donc Pioneer, il saisit cette opportunité, effectivement, d'avoir une proposition en Formule 1 de l'écurie Zella. Parce que donc l'écurie Zella est en recherche d'argent, puisque donc Piercarlo Inghilzani a décidé de se concentrer sur l'endurance. Donc, Riccardo Paletti en fait arrive dans ces conditions. Il arrive donc avec un solide chéquier, effectivement, second pilote, dans une écurie qui est exsangue, avec un matériel qui est complètement dépassé. En fait, la voiture date des débuts de l'écurie, donc de 1980. Aucun pilote a réussi réellement, à part peut-être un petit tueur, en tirer un miracle cette voiture. 81, ça a été une mauvaise année 80 pour Ozella, puisque Ozella, effectivement, en 80, ils ont succédé les pilotes, ils ont eu la mort d'un de leurs mécanos à Zolder, fauché par, par Klaus Reutemann, des pilotes blessés, donc vraiment pas une bonne année pour eux. Et donc là, ils décident de totalement bouleverser leur effectif, donc Jean-Pierre Jarier est recruté comme premier pilote et Riccardo Paletti comme second pilote. Donc si Jarier effectivement réussit à bien s'en tirer en début de saison en se qualifiant, en allant signer une 4ème place au Grand Prix d'Imola notamment qui se rend quasiment les seuls points de l'écurie. Riccardo Paletti lui par contre n'a jamais du bon matériel, se retrouve à lutter pour sa qualification et réussit rarement à se qualifier. Il réussira si effectivement à partir de la 4ème course à Imola à se qualifier,
13e sur 14. Mais en fait, fera un départ, la voiture tombe en panne au départ. Donc il part 45 secondes derrière le peloton et il abandonnera au bout de 7 tours sans bruit de suspension. Voilà, donc déjà une première déception. En fait, ça commence déjà à attendre l'ambiance dans l'équipe. Parce qu'en plus, l'ambiance n'est pas beau fixe dans l'équipe. Puisqu'il tarde à avoir le moteur Alfa Romeo qui leur a été promis en plus de Pierre-Carlo Guinzani. Donc en fait, Paletti était déjà un peu en sursis dans l'équipe. Paletti, en fait, il commence à négocier avec Max Mosley et John McDonald pour l'équipe, pour une place chez le March en 83. Ce qu'il avait obtenu au moment de sa mort, donc une place, donc il avait signé et courir en 83 chez March. Donc ensuite, au Grand Prix de Monaco, il se qualifie pas effectivement parce que c'est encore avec seulement 20 pilotes au départ, donc il réussit pas à se qualifier. Grand Prix, et ensuite donc arrive la tournée nord-américaine, donc Grand Prix de Détroit, il parvient à se qualifier, mais malheureusement en fait, il a un accident en warm-up, donc la voiture sort, enfonce les pneus, il n'y a pas de rail, il enfonce les pneus, donc il répare la voiture est réparée à temps pour le départ, donc il parvient à prendre le départ, mais Jean-Pierre Jarier dans le tour de mise en grille plie sa voiture. Il plie sa voiture, donc comme Paletti avait émulé, et comme effectivement, comment c'est déjà ah, la voiture, en fait, Paletti, il a pris le départ au volant du mulet. Jarier, donc en fait, effectivement, Jarier, il sort, donc il a plus de voiture, donc Jarier prend la voiture de Paletti. Donc effectivement, donc en fait, Paletti peut pas. Et de plus, il y a un carambolage au départ, Jarier plie la voiture, donc Paletti doit laisser sa voiture à Jarier pour la course. Donc, au final, euh, Riccardo Paletti ne prendra pas le départ. Et Jean-Pierre Jarier l'abandonnera au bout de 2 tours. Donc c'est encore une immense déception, d'autant qu'il était qualifié 23e, donc loin d'être dernier. Que ce sera un Grand Prix qui sera gagné par John Watson, qui partait quasiment dernier également. Voilà. Donc ça vient le Grand Prix du Canada. Donc l'intitulé Tragic Anniversaire. Le Grand Prix du Canada. Donc Paletti encore ici va encore réussir des miracles en se qualifiant. Mais non dernier d'ailleurs. En Floride, mais pas dernier. Dans des conditions d'ailleurs qui sont pas faciles, puisqu'on a de la pluie, on a encore du froid, alors qu'en fait on pensait en déplaçant le Grand Prix perdre ces conditions, mais non, c'est pas le cas. Il a invité ses parents d'ailleurs à venir voir le Grand Prix d'ailleurs, pour son anniversaire, comme cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc, grille de départ. Donc la grille de départ effectivement, donc on attend donc le départ sera donné à peu près à 16h15. Donc au moment de l'accident, il est 16h17. Ricardo, donc Didier Puronical lève la main pour demander pour demander qu'on interrompe la course, que la course soit interrompue, mais le starter d'Eric Ongaro, je pense, n'a pas vu, donc interrompt pas l'épreuve. Donc derrière c'est la débandade, il y a 2 accrochages. Il y a Salazar et comment c'est déjà Salazar et les pilotes March qui s'accrochent derrière. Ils partent en vrille. Guvlis sera Théodore et Riccardo Paletti arrive à fond derrière. Ne voit pas la voiture de ce carambolage, ne voit pas la voiture. Guvlis effectivement arrive par expérience à mettre la voiture en glissade, donc tape la voiture de Pironi, mais pas su. En perdu de la vitesse. On est en perdu de la vitesse, mais de ce fait-là, en fait, il envoie la voiture de Pironi sur la trajectoire de Paletti qui est déjà à 180 km/h, qui percute avec une extrême violence la voiture de la Ferrari. Et comme effectivement les voitures, à part McLaren, n'étaient pas construites en fibre de carbone à l'époque, ça tord l'avant. Et en plus, circonstance aggravante, Riccardo Paletti étant particulièrement grand, en fait, au lieu d'envoyer la tête dans le volant, c'est pas la tête qui tape, c'est le volant, la colonne de direction sur le choc qui va s'enfoncer, qui va empaler le pilote. Donc le pilote en fait est empalé par le volant, se retrouve empalé avec les jambes brisées. Et là effectivement ce que j'expliquais, donc la vidéo que j'avais tenté de faire en fait, Steve Watkins explique, donc elle arrive, il a le réflexe d'ouvrir la visière pour vérifier les réflexes pupillaires du pilote, il constate que le pilote est inconscient, qu'il souffre. Il écoute, donc il essaie d'écouter, effectivement, voir s'il y a une hémorragie. Effectivement, il y a une hémorragie, effectivement, il y a une rupture de l'aorte. Donc, rupture de l'aorte, donc c'est extrêmement grave. Effectivement, il faudrait qu'il intervienne tout de suite pour pouvoir sauver le pilote.
Et ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que donc la voiture prend feu. La voiture prend feu. Watkins a le réflexe de fermer la visière pour protéger le pilote et d'insérer un tube rapide pour que le pilote, rapidement pour que le pilote puisse respirer. Tout de même, puisse essayer de respirer pour faciliter son travail ensuite. Donc les pompiers interviennent, éteignent très rapidement l'incendie, notamment avec l'aide de Didier Pironi, notamment, qui vient les aider. Et ensuite, donc, très rapidement, Sid Watkins, Huck Scully, Dr Bouchard, donc qui sont les médecins de l'épreuve, interviennent très rapidement pour essayer donc de sauver le pilote. Donc, comme il explique, Watkins, il est extrêmement difficile d'intuber un pilote dans une voiture assis. Il faut plus de 20 minutes au secouriste pour dégager le pilote. Et donc, dans ces conditions très difficiles, en fait, il n'y a pas de miracle à espérer. Donc, Watkins a demandé l'hélicoptère, a fait tout ce qu'il a pu pour sauver le pilote devant les horrifiés de sa mère. Mais malheureusement, effectivement, donc comme j'expliquais, donc Paletti souffrait d'une dissection de l'aorte, d'hémothorax, donc poumon perforé, côte cassée, sternum cassé, diaphragme déchiré, donc voilà, donc très gros traumatisme thoracique, plus ses jambes brisées. Bon, les jambes brisées, ça aurait pas été très grave. Effectivement, c'est pas grave. Les jambes brisées, on aurait pu piloter, mais bon. Le traumatisme thoracique, en fait, lui sera fatal. Moins de 3 heures plus tard, effectivement, puisqu'il est déclaré mort à l'arrivée de quasiment à son arrivée à l'hôpital. Voilà. Et on va dire qu'effectivement, comme il expliquait, l'incendie n'a pas changé grand-chose, mais n'a pas aidé. En fait, ça a empêché une attention extrêmement rapide du médecin. Justement, notamment que Watkins puisse pratiquer avec Bouchard à un point de compression. Et bon, notamment, donc voilà. Donc c'était, donc effectivement, donc Paletti effectivement donc décède effectivement, et donc en son honneur sera nommé le circuit de Varano, sera nommé Riccardo Paletti. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Vergne, Cyclo-GP, donc Cyclo-GP pour ce moment-là, donc ma chaîne secondaire. Donc pensez à vous abonner, ou à mettre des pouces bleus, éventuellement, le pouce bleu c'est sympa toujours. Mettre des commentaires, effectivement, voilà. À mettre des commentaires. Donc au revoir et bonne soirée.